Et c'est parti donc pour Smart Bourse à la mi-journée. Et pour commencer à commenter cette actualité boursière, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Nicolas Leprince. Bonjour Nicolas Leprince. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. On va commencer tout de suite avec vous par évoquer cette décision de la Banque centrale japonaise, de la BOJ. On aurait pu s'attendre à une déflagration, finalement un changement complet de cette banque centrale japonaise accommodante par nature et qui décide de rester accommodante alors que le pays commence à faire face à des pressions inflationnistes lui aussi. Et ça se voit aussi sur le rendement d'État japonais. Comment interpréter cette décision ? On attend encore un petit peu avant d'y aller ? On attend d'être sûr avant d'y aller ? Je pense que c'est plutôt reculer pour mieux sauter. D'accord. Pour nous, la direction est toujours que la Banque centrale du Japon va devoir s'ajuster aux pressions inflationnistes qu'on a dans le pays. On a des signaux quand même sur les salaires, à l'inflation qui repartent à la hausse. Quand on regarde le principal indicateur d'inflation qui est regardé par la Banque centrale du Japon, qui est l'inflation en dehors des prix de l'alimentaire, on est toujours à 3,7%. Certes, ça peut se stabiliser, mais c'est des niveaux qui sont beaucoup trop élevés. On voit bien que la Banque centrale du Japon avait eu tendance à augmenter énormément ses achats d'actifs depuis le mois de septembre. Si on regarde les 8 premiers jours de bourse de l'année 2023, la Banque centrale du Japon a acheté 9 000 milliards de yens de titres à taux fixe. Donc on voit bien que l'argument qui a été utilisé au mois de décembre pour changer cette bande de fluctuation de 25 à 50 BP est toujours présent. On a toujours besoin de faire mieux fonctionner les marchés financiers. Mais pour elle, les achats d'actifs sont suffisants pour le moment. Il n'y a pas besoin, puisque c'est toujours sa rhétorique. Elle ne veut pas toujours passer sur la rhétorique de l'inflation. On pense que c'est quand même quelque chose qui est plutôt à venir. Et globalement, sur les marchés, il n'y a pas de réaction très forte sur les taux d'intérêt. Ce qu'on regardait, nous, depuis quand même plusieurs trimestres désormais, c'était les sources globalement d'accommodation monétaire dans le monde. On en avait deux principalement, qui étaient la Banque de Suisse, qui était à moins 0,75, qui est maintenant passée avec des taux directeurs à 1%, la Banque centrale du Japon, la Banque de Suisse, donc est repassé en taux positif. La Banque du Japon, c'est quand même plutôt pour nous, toujours devant nous. Alors pourquoi reculer pour mieux sauter ? Ça veut dire que la Banque du Japon va se retrouver dans une situation plus compliquée dans les mois à venir, selon vous, Nicolas Leprince ? On a toujours des tensions sur les salaires localement. On a toujours une inflation qui monte. Donc oui, les achats d'actifs sont quelque chose qui sont intéressants, mais qui ne reflètent pas les tensions inflationnistes un peu globales, même si on est dans une période de désinflation. Pour nous, on va rester dans une inflation qui va rester supérieure à 2% dans les trimestres à venir et qui forcera la Banque du Japon à faire quelque chose de plus significatif. Ouais. Alors ça, c'est pour la Banque du Japon. On aurait pu en parler pendant des heures s'il s'était passé quelque chose, mais finalement, pas grand-chose. on reporte ça peut-être à une future discussion. Nicolas Leprince, si on regarde maintenant en Europe, alors la BCE, effectivement, va devoir rendre une décision de politique monétaire dans plusieurs jours. En attendant, on a évidemment un certain nombre de prises de parole et on a des messages un peu contrastés sur le sujet. Si on lit l'interview de Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, on s'attend à une future hausse de taux très prochaine, voire même radicale. Il faut continuer à augmenter les taux, davantage augmenter les taux pour le dire précisément, enfin selon la traduction. Et on peut avoir d'autres messages comme celui de François Villeroy de Galhau qui nous dit que globalement, la baisse des prix de l'énergie devrait faire une partie du travail finalement en matière d'inflation. Donc qu'est-ce qu'il faut en interpréter ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre avant cette décision de politique monétaire ? Le maître mot, c'est dissension. D'accord. Au sein de la BCE, il y a des dissensions. Quand on reprend le fil de l'histoire, au dernier meeting de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde nous dit qu'il va faire monter les taux plusieurs fois de manière stable. Bien sûr. Donc là, ce qui est remis en cause par certainement un certain nombre de gens qui sont assez accommodants au sein de la Banque centrale européenne, c'est que, et c'est ce que François Villeroy de Galhau dit ce matin, c'est que le 50 BP, le 2 février, a priori, les marchés financiers sont certains qu'on l'aura. Il est acté. Il est acté. Les marchés financiers, malgré tout ce qu'on a pu avoir hier, n'ont pas bougé sur le pricing du 2 février. Ce qui est remis en cause, c'est le deuxième 50 BP. Et là, et quelle crédibilité on accorde à ce qu'a dit Christine Lagarde ? Si on se remet à un autre exemple de crédibilité, c'était quand ils ont monté les taux en juillet 2022 de 50 BP, c'était censé être une espèce de package de 50 BP plus 25 BP en septembre. Au final, en septembre 2022, ils n'ont pas fait 25, ils ont fait 75. Bien sûr, Donc en fait, la crédibilité des prises de parole des différents membres montre juste une forte dissension. Donc en fait, la question, c'est trouver le leadership au sein de la BCE. Dans un environnement macro qui est meilleur, on a vu M. Scholz hier qui
qui nous disait qu'on n'irait certainement pas en récession en Allemagne en 2023. On sent que ceux qui ont toujours le leadership au sein de la BCE, c'est quand même les gens qui vont vouloir porter plus de hausses de taux. D'accord. Après, est-ce que les hausses de taux qui sont pricées par les marchés aujourd'hui, d'ici à juillet, il y a à peu près 130-135 points de base de hausse de taux qui sont pricés pour la BCE d'ici à juillet. C'est quelque chose qui nous paraît peut-être un petit peu surestimé par rapport à ce que va délivrer la BCE, mais très clairement, il y a des dissensions. Et pour nous, le leadership est toujours délivrer plus de hausses de taux. Peut-être un peu moins que ce qui est pricé par les marchés, mais on va dire que peut-être un 50, 25, 25, c'est quelque chose d'assez crédible quand même pour la BCE et toujours poursuivre ces hausses de taux. Alors, plus de hausses de taux, si je réagis à ce que vous nous dites, dans un contexte évidemment où depuis plusieurs mois on prédit une récession en zone euro, mais la question c'est quand, et la question était quand, et maintenant la question c'est va-t-elle réellement avoir lieu. Une inflation en fin d'année en zone euro qui commence à montrer certains signes d'amélioration. On peut espérer qu'en 2023, avec des effets de base, on ait une inflation qui montre d'autres signes d'amélioration. Est-ce que ça peut quand même faire infléchir un petit peu le leadership au sein de cette BCE ? Peut-être, mais ce que nous disent les membres de la BCE, c'est surtout qu'on va peut-être monter les taux. Mais la question, c'est est-ce qu'on va les garder longtemps ? D'accord, le questionnement il est plus là. Voilà, c'est est-ce qu'on voudra rebaisser les taux ? Ça, en effet, ça dépendra du chemin de l'inflation. Si on reste sur un peu les projections de la BCE qui sont toujours assez, avec des niveaux d'inflation jusqu'à fin 2024, fin 2025, qui sont supérieurs à 2%, il n'y a pas véritablement de raison de baisser agressivement les taux. Si on va sur plus de désinflation et une croissance qui va pas dans le sens de la BCE, puisque la BCE est encore assez... je crois que la croissance en zone euro en 2023 sera de 0,9%. Si on va sur un chemin qui a moins de croissance, on pourra peut-être plus valider des baisses de taux par la suite. Mais pour l'instant, le message de la Banque centrale, c'est on augmente, certainement, 75-100 BP, certainement dans les mois à venir, et on reste sur ce message-là. Pour l'instant, rien ne contredit ce message. Il vaut mieux trop augmenter que pas assez augmenter. C'est exactement ce que nous a dit la Fed l'année dernière, ce que nous dit la BCE exactement aujourd'hui. Justement, la Fed, on pourra découvrir ce soir la publication donc, du livre beige de la Fed en vue de sa prochaine décision, enfin sa prochaine réunion, puis décision de politique monétaire. Avant chaque réunion, il y a une période de blackout un petit peu dans les décisions qui est respectée. On s'en approche, c'est dans quelques jours. C'est à partir du 21 janvier. Ouais. C'est le 21 janvier, donc dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'il faut suivre dans les discours, dans les prises de parole vis-à-vis de cette réunion de politique monétaire de la Fed ? On va avoir plusieurs prises de parole. On a déjà eu des membres qui étaient plutôt quiche, moins accommodants, du type James Bullard, qui a plutôt, on va dire, édulcoré un petit peu son message sur les hausses de taux. On pense vraiment qu'ils vont arriver à 4,75-5% sur les taux terminaux, mais que dans les prochaines semaines, on n'aura pas de nouvelles informations qui permettra de justifier d'aller au-delà de ces 5%. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va attendre des discours de banquiers centraux qui sont assez importants au sein de la Fed, du type Christopher Waller, qui est un membre assez important désormais au niveau de la Fed, de Laëlle Brainard aussi, qui est la vice-présidente de la Fed. Ça, ce sont des discours qu'on va avoir d'ici à la fin de semaine, avant la période de blackout, qui vont nous donner des indications sur ce qu'ils regardent dans l'inflation. On sait déjà, puisqu'ils sont passés d'un message d'inflation transitoire et une inflation trop haute, à regarder vraiment l'inflation corps des services en dehors de l'immobilier, en faisant un lien très fort entre le marché de l'emploi et cette inflation qui est l'inflation corps, si vous voulez, au sein de la Fed. Maintenant, la question qu'on se pose de façon très précise dans cette inflation, c'est est-ce que le marché de l'emploi, il faut regarder en volume ou est-ce qu'il faut regarder les salaires ? Ce que nous dit la Fed en ce moment, c'est qu'ils veulent un peu plus regarder les salaires plutôt que le volume d'emploi. Parce que c'est vrai que la Fed nous avait dit qu'ils voulaient faire monter, dégrader le marché de l'emploi, ils ont un taux de chômage cible de fin 2023 à 4,6%. Bien sûr. Est-ce que si on n'atteint pas ce 4,6 en volume, mais qu'on a quand même une inflation salariale qui vraiment commence à décélérer, c'est pas quelque chose qui sera de nature à faire changer un peu le discours de la Fed. On pense que ça sera plutôt ça qui sera regardé, donc les inflations salariales. Donc dans ce cas-là, on va regarder dans les chiffres importants, on a ce qu'on appelle des wage trackers, des trackers sur les salaires de la Fed d'Atlanta qui commencent à se stabiliser et à rebaisser. D'accord. Ouais. On a le chiffre le plus important qui sortira le 31 janvier, donc juste avant le meeting du 1er février, qui est l'Employment Cost Index, donc c'est l'index des prix sur les salaires globalement. S'il est plutôt orienté à la baisse, ça donnera du confort pour aller à 5%, mais rester là et certainement pas faire plus dans les mois qui viennent. Et rassurer la Fed sur des potentiels effets de second tour, finalement, en matière d'inflation. Exactement, ouais.
Si on regarde un petit peu du côté du marché des taux, c'est votre spécialité, Nicolas Leprince, on voit quand même que depuis le début de l'année, alors si on regarde notamment en France ou aux États-Unis, on a des taux qui reculent. Comment est-ce qu'on explique un petit peu ce phénomène? Alors effectivement, en France, on peut le mettre en parallèle de marché actions qui augmentent, mais j'imagine que l'explication est un petit peu plus complexe que cela. La première chose, c'est qu'on a eu la surprise sur l'inflation européenne. Je pense que ça, c'est une première surprise. On a eu la confirmation de l'inflation américaine qui rebaissait. Je pense que les marchés étaient assez préparés en décembre à ce qu'on appelle le supply. C'est-à-dire les émissions nettes, globalement, sur le mois de janvier, étaient attendues très fortes. Elles sont très fortes. J'aurais tendance à dire que c'est saisonnier. En janvier, on a toujours beaucoup d'émissions. Le marché était très préparé. Et c'est vrai que les chiffres d'inflation, en plus d'un marché qui a été très préparé, puisque si on se remet en décembre, les taux allemands étaient passés de 1,80 à 2,55. Bien sûr. Oui. Et là, on est de retour à 2,10 environ. Donc on est en train d'effacer un petit peu ce supply et ces émissions nettes. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a quoi, un effet volume qui mécaniquement fait baisser le prix des nouvelles émissions? Exactement. Le gros des émissions sur le mois de janvier est plutôt passé. Aujourd'hui, on va regarder devant nous, et devant nous, on a plutôt toujours la thématique de la désinflation qui est devant nous. Est-ce qu'on ira beaucoup plus bas sur les taux avec la Banque centrale très peu accommodante actuellement et qui devrait poursuivre ses hausses de taux? On n'a pas l'impression qu'on ira beaucoup plus bas. Mais globalement, sur toutes les banques centrales, que ce soit la Banque centrale européenne, la Fed, on n'a pas beaucoup de nouvelles informations qui permettraient de justifier une remontée très forte des taux. L'autre chose, c'est quand on regarde l'évolution de la corrélation entre les taux d'intérêt et par exemple les spreads de crédit, les écarts de rendement sur les obligations corporate, on a quelque chose qui a tendance à se normaliser et un pouvoir protecteur des taux d'intérêt qui retrouve pas mal de potentiel et qui incite beaucoup de gestionnaires, notamment Edmond de Rothschild Asset Management, à être assez constructifs sur les obligations. Pour finir, en matière d'investissement, est-ce que du coup, on entendait il y a quelques mois bond is back? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de cette période, cet âge d'or finalement pour les obligations qui aura duré quelques mois? C'est-à-dire, on retrouve une vraie valeur dans les obligations. La corrélation, comme je le disais, retrouve pas mal de valeur. Peut-être ce qui a changé globalement, c'est la thématique à long terme. On sait que dans les trends d'inflation, quand on dépasse les 4% dans les pays développés, on met beaucoup de temps à revenir. Donc, ce qui veut dire que retourner à des taux extrêmement négatifs, ça nous paraît assez peu crédible. Donc, on serait plutôt sur une stabilisation sur des niveaux toujours très intéressants et surtout qui amène beaucoup de rendement dans nos portefeuilles obligataires. Donc, vraiment quelque chose de assez constructif sur tous les marchés obligataires. Merci beaucoup, Nicolas Leprince. Je rappelle que vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite.